14e numéro de votre émission Sport Panorama dans sa troisième saison. On parlera de natation, de football, mais aussi de volleyball avec la question d'Octobre Rose qui a honoré les volleyeuses qui effectivement luttent contre le cancer. Et puis après, on parlera de ce gros dossier concernant Aaron Boupenza, l'international gabonais qui s'est excusé sur les médias de la place auprès du sélectionneur national, mais aussi de la Fédération gabonaise de football. Cela nous amènera à clôturer l'émission avec ce focus que l'on fera sur la formation de ACD Kaki. Encore merci de nous faire une place chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans du Gabon, d'Afrique et du monde. Et merci encore de nous faire une place chez vous et d'accorder l'intérêt particulier aux questions de sport. Le sport, nous allons l'aborder avec un invité ce soir. C'est monsieur Dimitri Ndinzi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération gabonaise de natation, l'une des dernières nées des associations nationales sportives en matière de fédération. Comment allez-vous? Je vais bien. Et comment se porte la natation au Gabon? Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est un plateau qui nous permet déjà de faire la promotion de notre discipline qui commence à bien se porter. Et aujourd'hui, la natation gabonaise se porte bien dans la mesure où nous allons abriter dans peu de temps le championnat d'Afrique de natation zone 2. Oui, parlons-en. C'est quoi, il s'agit de quoi concrètement? Ce qu'il faudrait comprendre d'abord, c'est que l'Africa aquatique, qui est l'instance qui gère la natation en Afrique, est divisée en 4 zones. Nous avons la zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4. Et notre pays appartient à la zone 2, qui est la plus grande zone, qui contient 23 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc, le championnat que nous allons organiser, c'est un championnat qui ne concerne que la zone 2, c'est un championnat en eau libre. C'est quoi l'eau libre? C'est tout simplement la natation qui se fait hors bassin. Hors bassin, ça veut dire dans les fleuves, dans les lacs et même dans les bassins marins, c'est ça? Effectivement. Dans les zones marines, on va dire. C'est ça. Merci. On va revenir sur vous. Le temps pour moi de présenter notre consultant maison qui fait son grand retour. Bonsoir, monsieur Parfendon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dibri. Comment vous portez? Ça va. On parle de natation. Je crois que c'est pas un sport qui vous est étranger puisque bon, vous avez une forte carrière au Portugal, mais vous avez aussi vécu en Suisse. Oui, bon, je connais pas trop les règles, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai 2 de mes enfants. J'ai ma dernière qui est au centre aquatique à Kandal, hein. Alors, les règles, je connais pas, mais je sais pas les compétitions. Bon, ben là, je suis surpris de savoir qu'il y a une fédération qui est créée. Monsieur Parfendon est originaire du département Labanga-Mbigné. Oui. Et il est précisément de Bel. Abanga. Bel-Abanga. Ouais. Et là-bas, il y a l'eau qui coule. C'est de l'eau libre. Oui, bon, ben, moi-même, C'est de l'eau libre. moi-même, je sais nager, mais Voilà, donc, c'est pas la même chose parce qu'il y a quand même des règles. D'après les explications de ma fille, il faut avoir des épaules hors d'eau, faut machin. Ça, je connais pas, mais à la banga, je plonge, je sais que je sors de l'autre côté, et puis voilà. C'est quoi le principe, effectivement, par rapport à la discipline? On est habitué à la nage dans le bassin, faut dire que communément appelé piscine, hein, il faut le dire. Bien sûr. Et votre compétition, ce sera en eau libre. En Ça eau veut libre. dire, je parlais de fleuves, de lacs ou alors de zones marines. C'est quoi le lieu? Ce sera où? Et comment ça va se passer? Bon, déjà, avant de répondre à vos questions, il est important pour nous de préciser pourquoi nous allons organiser en eau libre. Déjà, c'est une question que tout le monde se pose. Le Gabon organise une compétition de natation. Ça se passe où? Étant donné qu'on n'a pas d'infrastructure. Donc, l'eau libre, pourquoi? Nous nous sommes rendus compte que le Gabon est un pays qui a un fort réseau hydraulique. Nous avons des fleuves, nous avons une côte atlantique qui s'étend sur près de 800 km. Et nous nous sommes dit, vu que pour le moment, on n'a pas d'infrastructure, l'eau libre existe et est bien reconnue au niveau de la World Aquatique, qui est l'instance qui gère la natation dans le monde, et au niveau de l'Afrique aquatique, au lieu d'attendre que les piscines soient construites, on peut organiser au Gabon une compétition en eau libre. Et cette compétition fera d'abord la promotion de notre fédération, mais également la promotion de la natation, qui est un sport, oui, mais qui est également un kit de survie. À travers la natation, on évite les noyades. Oui, je veux revenir sur cette nage en eau libre. Les spécialistes disaient que le Gabon peut exceller dans ce type d'activité qui ne demande pas beaucoup de moyens, mais à cause des réseaux on va dire, hein, à cause de l'hydrographie du Gabon, c'est une discipline ou un type de discipline, une catégorie de discipline dans la natation qui pourrait effectivement faire son chemin au Gabon. Ce que vous dites est vrai. Vous allez dans nos villages,
vous verrez des gamins qui nagent très bien, qui traversent des rivières tranquillement. Tout ce qu'il faut, c'est de les encadrer, de leur montrer la technique. Mais ils ont déjà des prédispositions. Ils ont grandi là. Ils ont même l'environnement. Ils ont l'environnement, c'est ça. Et donc, ce que vous dites est vrai. Pourquoi? Parce que ces gamins, si nous les encadrons bien, je pense que ce sont des pépites qui peuvent faire des bonnes choses demain. Revenons sur la fédération. Vous avez combien de ligues? Et c'est effectivement pour essayer de réfléchir sur la percée de votre discipline, du moins sur le plan de la nage libre, puisqu'il y a moi, je suis par exemple originaire de Gololo, il y a la Bouingili qui passe au centre de la ville. Il y a beaucoup de chefs-lieux de province comme ça. Bien sûr. On a Franceville, on a Makokou, on a Mouila, on a même Lambaréné. C'est des villes qui sont traversées par des fleuves. Donc, l'infrastructure en griffe est déjà là. Mais vous l'avez si bien dit au début que la Fédération gabonaise de natation est l'une des plus jeunes fédérations. Les dernières années. Dernière année, c'est ça. Donc, nous avons pour le moment 3 ligues, celle de l'estuaire, celle de l'Ogooué maritime et celle de Haut-Ogooué. Actuellement, nous sommes en train de former la ligue du Moyen-Ogooué. Le Moyen-Ogooué, qui est plus ou moins le centre névralgique du Gabon. Et la ville arc-en-ciel. Qui a la ville arc-en-ciel, comme vous dites, avec l'Ogooué. Vous savez qu'un endroit comme Lambaréné, si nous faisons une campagne de détection, ce sera facile pour nous de trouver des talents parmi les gamins qui ont l'habitude de traverser l'Ogooué à la nage. Et la compétition en nage libre de manière internationale, quelle est la véritable la compétition référence en nage libre, par exemple, en nage, oui, c'est ça, en nage libre, c'est nage libre ou bien? Oui, c'est nage libre. Oui. En anglais on dit open waters. Open water, voilà. Yes. La compétition référence, il y a des championnats du monde qui se passent en nage libre. L'année dernière, nous avons pris part au championnat du monde à Doha, mais nous étions en bassin. Mais il y a eu également la nage libre. Cette année, il y a une compétition en Arabie Saoudite en nage libre. Donc, il y a des championnats du monde en nage libre, tout comme il y a des championnats du monde en bassin. Voilà. Donc, il n'y a pas de compétition référencée. Ça veut dire que vous, par exemple, pour défaut d'infrastructure, mais c'est pas dans le temps, c'est maintenant. Oui. Vous serez conseillé ou bien vous serez louable de commencer à maximiser sur ce type de compétition-là pour vous permettre de vulgariser facilement la discipline ou de codifier ce qui se fait maintenant. Vous savez, lorsque le Qatar organise la Coupe du monde de football, ils savent qu'ils vont pas gagner. Ouais. Mais ils se disent, il faudrait commencer déjà à implanter le foot dans le pays. Et avec une compétition telle que la Coupe du monde, c'est sûr que nos gamins auront un regard différent sur le football. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Gabon, nous avons pris l'engagement d'organiser le championnat d'Afrique Zone 2 pour que nos gamins sachent que l'eau libre existe. S'il n'y a pas de bassin, nous pouvons repartir vers l'eau libre pour apprendre à nager et pourquoi pas faire de l'eau libre un sport national au Gabon. C'est quoi les dates? Le 1er décembre 2024. Une seule date, toute la journée. C'est ça. Le plus souvent, les compétitions d'eau libre se déroulent en un seul jour. En un seul jour. Et le site, on n'a pas retenu le site, l'endroit que vous avez retenu. Quel est l'endroit qui vous sied? Je sais que bon, de manière informative, on sait que vous avez un athlète, M. Mpali, qui faisait des traversées. Bien sûr. Voilà, sur la pointe Denis et le littoral de Libreville. Bien sûr. Mais exactement, ça sera où la compétition? La compétition va se passer du côté de la plage du lycée national de Yamba. C'est ça, de Libreville. Et il y a une chose que je voudrais également ajouter. Aujourd'hui, on ne veut plus faire les compétitions pour en faire. Il faudrait faire les compétitions avec des sujets et des thèmes bien précis. Pour cette année, le thème est la lutte contre les noyades, mais également la protection de l'environnement aquatique. Pourquoi? Parce que les nageurs ne nagent pas dans leur environnement naturel, qui est la terre, mais vont dans un environnement aquatique. Donc, il est important de préserver ce cadre qui nous permet de pratiquer notre sport. Merci. Peut-être préoccupation, parfait? Oui, c'est encourageant et puis une fois de plus, c'est vraiment dommage parce que l'initiative, elle est là et en plus, elle est bonne parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent derrière. Faut pas aussi oublier, on parle des jeunes, ça veut dire qu'on parle forcément de la formation derrière qu'il va falloir mettre. Mais c'est dommage parce que c'est aussi, je crois, la première édition. C'est la première édition. Il reste à savoir s'ils auront des conditions vraiment qu'il faut pour pouvoir arriver à une compétition extra attirante pour la population visée, qui est des jeunes. Et c'est toujours dommage parce que quand ils iront un peu plus loin, on va les encourager, on va vouloir les soutenir, mais au début, on ne les soutient pas, il n'y a personne. Et puis, c'est ce que je trouve un peu dommage parce que en l'écoutant, ça paraît beau, ça m'a l'air
Si j'ai l'occasion, peut-être j'irai faire un tour. On retient que ce 1er décembre. Ouais, Une dernière question avant effectivement de vous libérer. On sait que vous avez beaucoup de démarches à faire, parmi lesquelles celle avec la tutelle. Quel est le regard de la tutelle, du ministère de la Jeunesse et des Sports, sur votre activité? Le ministère de Sport a été contacté, a été sollicité. Nous avons eu la réponse du ministre qui nous encourage et qui est partenaire pour l'événement. Ben, bon, ça va de soi. Hein. On ne Ouais. reçoit pas des étrangers sans le propriétaire. Non, ils ont déjà la chance, parce que vous avez au moins le retour du courrier. Ouais, c'est ça. c'est déjà intéressant, et je pense que c'est une bonne démarche. Après, maintenant, bon, ben, est-ce qu'ils vont réagir par rapport à vos attentes? Ça, je sais pas. Et puis, il y a aussi l'office, hein. Je sais pas si l'office a été touché. Office égale ministère. Donc, Oui, non, mais... c'est blanc, Non. bonnet blanc. Non, mais c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Je pense que l'office a quand même ce moyen de réaction plus rapide que le Sauf ministère. parce qu'ils que- ne réagissent que sur instruction Du du ministère. ministère. C'est pourquoi Oui. les Maracaniers ne sont pas partis. Oui, mais ils prennent déjà soin d'écouter. Oui. Et peut-être de planifier. Voilà. La logistique Alors que et les moyens. moi, je suis surpris d'apprendre que, bon, mais ils ont la réponse du ministre, parce que... Si dans la réponse du ministre, c'est que l'office, forcément, peut se mettre en musique si la seule chose effectivement qu'on peut vous ils ont la souhaiter, volonté d'accompagner on nos peut amis souhaiter- de la natation. c'est Monsieur bonne Ndidi, chance, quoi. on va séparer un mot de fin. Un mot de fin, j'invite tout le monde à venir massivement du côté de la plage du lycée national à Yamba. J'invite également tout le monde à pousser les enfants à apprendre à nager. La natation n'est pas seulement un sport, la natation est également un kit de survie. Vous n'allez pas nous quitter. Vous restez là. On va apprécier un autre document qui va nous permettre de vous demander de partir. On va regarder une autre discipline qui se déroule effectivement près de l'eau. C'est du beach volley, qui n'est pas loin de la plage. C'était à l'initiative des associations de lutte contre les cancers féminins pour boucler la session Octobre Rose. On regarde le document. On reviendra pour dire au revoir au secrétaire général de la Fédération gabonaise de natation. Quand le ministère nous a contactés, nous avons répondu présente parce que c'est une cause qui nous tient à cœur et il était nécessaire et important d'apporter notre touche. C'est important de pratiquer un sport, d'avoir une activité sportive régulière. Ça aide non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Et ça, nous invitons et nous sollicitons les femmes à se faire dépister. Ça n'arrive pas qu'aux autres, le cancer ne prévient pas. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre rapidement, au moins une fois par an, aller se faire dépister. À l'instant, ce document sur le volleyball consacré effectivement à la lutte contre les cancers féminins, on rappelle que en ce mois de novembre, désormais, nous luttons contre les cancers masculins pour le novembre bleu. On va séparer avec le président de la Fédération gabonaise, le secrétaire général de la Fédération gabonaise de natation, qui aussi évolue en milieu bleu plus que l'eau dans les bassins marins. Effectivement. Et donc, on espère que ça va bien se passer pour vous. Peut-être un contact pour... Oui, bien sûr, le 066 64 64 99 67.
Donc, à partir de ce numéro, vous allez joindre la fédération de natation. On ne sait jamais, toute contribution On va rappelle nous que aider. c'est une fédération olympique pour avoir eu l'athlète qui s'est le mieux illustré aux derniers Jeux olympiques. Et par rapport à cet athlète, Noélie Lacour a pris part au championnat de zone 2 en bassin à Accra. Sur les 6 courses, elle a eu 5 médailles, à savoir 3 en argent et 2 en bronze. C'est une gamine de 17 ans. Ça, on sait. Voilà. Merci de le rappeler. Ouais. Voilà. Pour une fois, on a Bon, encore merci, monsieur le secrétaire général. Merci à Revenez vous. quand vous pouvez. On espère qu'on aura le temps de se voir et pourquoi pas de vous accompagner dans cette activité. Merci Parfait, un beaucoup. dernier mot pour le secrétaire général. Non, c'est bien de laisser le numéro. Au moins, C'est ce qui est fait déjà. chacun fera sa part, quoi. Ok, d'accord. Merci. On leur laissera faire le reste. Merci. On va se quitter encore pour aller regarder notre rubrique actualité avec Cheryl Mununga et Shadia Akele. C'est par une journée riche en activités sportives à l'Institut national de la jeunesse et des sports que s'est poursuivi ce 31 octobre le séminaire sur la promotion du handisport au Gabon, initié par la Commission nationale de l'UNESCO et la Conférence internationale des ministres et aux fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport. L'UNESCO, en sa qualité de chef d'agence des Nations Unies pour l'éducation physique et le sport, soutient activement le sport, l'inclusion pour le sport pour tous, et à travers son programme Fit for Life, donc en forme pour la vie, réaffirme son engagement en matière de développement du handisport pour l'égalité des chances. Donc dans le programme de la deuxième journée, nous sommes ici en train de terminer avec les activités sportives parce qu'il était question quand même de faire une démonstration pour montrer au public les activités qui sont déjà faites, qui existent au niveau du handisport. Une journée riche en activités sportives avec du foot, de la vitesse, du basket et bien d'autres, au grand bonheur de ces Gabonais vivant avec un handicap. Comme nous sommes bien arrivés et ça fait plaisir pour nous de jouer ce match. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir remporté avec mon équipe ce match qui n'était pas aussi facile. Comme vous me voyez, moi je suis un vétéran maintenant. Et il faut que je montre bien aux jeunes, la nouvelle génération, que nous pouvons faire du sport et qu'ils sont notre relève et tout. Donc par cet exemple déjà, j'appelle les uns et les autres à nous rejoindre. C'est sur une belle ambiance que s'est achevée cette journée sportive à l'honneur des personnes vivant avec un handicap au Gabon. Le National Foot 2024-2025 se jouera à compter du 23 novembre. Le comité directeur de la Ligue nationale de football professionnel est à pied d'œuvre pour le respect des décisions prises au cours du précédent conseil d'administration. 13 stades repartis sur cette province, 26 journées en première division, 22 en deuxième pour 2 compétitions qui vont s'étaler du mois de novembre 2024 au mois de mai 2025. Grâce à son partenaire, elle a procédé à la remise des packs d'eau aux 24 clubs pour alléger les charges de ses acteurs du National Foot. Pour le compte de la saison sportive 2024-2025, après plusieurs années d'interruption de la compétition, nous avons renoué un certain nombre de partenariats avec ceux qui nous accompagnaient déjà les précédentes saisons, notamment la Sobraga. Et aujourd'hui, la Sobraga nous a remis de l'eau pour pouvoir accompagner les acteurs que sont les footballeurs pour l'ensemble de la compétition. Donc nous venons de remettre quasiment plus de 80 packs d'eau pour chaque club de première et deuxième division. On ne peut pas affirmer aujourd'hui que les matchs ne seront pas diffusés en direct. Il y a eu une discussion à l'Assemblée générale. Les budgets n'ont pas permis de dégager une enveloppe, on va dire, pour cette activité, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, grâce à notre partenaire IFAP Sport qui nous accompagne et la volonté de beaucoup de notre partenaires, je ne pense pas que nous aurons un championnat avec 0 match en direct, c'est pas possible. IFAP Sport, le principal partenaire de la Ligue nationale de football professionnel en matière de marketing, se veut confiant pour l'avenir du championnat national de première et de deuxième division au grand bonheur des responsables des clubs. Cette action rentre dans le cadre du processus du démarrage du championnat de première et deuxième division. Après le paiement de la subvention au club,
Aujourd'hui, nous avons Sobraga qui nous gratifie d'un don de pacte d'eau à l'ensemble des clubs de première et deuxième division. Le processus est engagé et amorcé. Il ne reste plus que les 23 et 30 novembre pour enfin voir le ballon rouler. Nous sommes satisfaits parce que c'est une économie considérable que nous allons faire au niveau de nos budgets. Avoir de l'eau à hauteur de 80 à 100 packs, c'est pas rien dans la respiration des différents budgets des clubs. Il faut effectivement faire preuve d'orthodoxie pour pouvoir rentabiliser ce don qui vient de nous être octroyé. Naturellement, je pense que ce n'est qu'une première phase du don. La deuxième phase interviendra. Donc tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme vous le dites si bien, c'est pouvoir rationaliser ce produit pour que nos joueurs puissent être les premiers bénéficiaires. Place aux visites médicales, à l'élaboration des contrats et à la qualification des joueurs. Voilà, on vient de faire ce petit tour d'actualité avec cette session de remise de l'eau au club, 24 clubs de première et deuxième division, grâce à IFABSport, qui est, on va dire, l'agent marketing désormais de la Ligue nationale de football. Mais que c'est ouf, 85 packs d'eau, c'est près de 14 matchs, quand même. Monsieur Noir Parfait. Alors maintenant, moi, je me suis pas vraiment assez à faire les calculs. Je sais pas combien de packs par match. C'est 6 packs minimum par match. Minimum 6 Et packs. les entraînements? Non. Bon, on priorise le match. Ceux qui sont habitués à manager les clubs vont vous dire que bon, ce sont les matchs qui sont priorisés. Oui, maintenant, s'il y a un autre mécanisme, bon, le club va compléter. Là, on n'est pas dans la continuité parce que le garçon que vous faites boire l'eau du robinet pendant toute la semaine et arrivé au match, vous allez le faire boire de l'eau minérale. Vous risquez aussi un accident où le garçon peut être malade, il peut s'attraper un écoulement et puis il ne pourra pas jouer. Donc c'est pas compatible. Vous aurez souhaité que les clubs aient de l'eau en permanence. De l'eau minérale et en aller dans la permanence. continuité avec le même eau. Ok, d'accord, on a compris. Comme ça passe un peu. Il y a des clubs qui ont des partenaires en eau. Je fais un clin d'œil comme ça à l'US Pitam, qui a un partenaire en fourniture d'eau. On se contente du peu qu'on a, on va dire. Oui, tout à fait, mais c'est déjà une bonne chose, effectivement, d'avoir cet encouragement, sinon cet accompagnement-là. Et il faut simplement dire que c'est dans un élan, que les clubs également doivent suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des packs d'eau durant les matchs, il faudrait que les clubs puissent également, à l'entraînement, avoir de l'eau pour les enfants. Parce que souvent, ce que nous avons comme eau ici, produit par nos sociétés, n'est pas forcément des plus agréables. Une société qui ne mérite certainement pas de publicité, j'ai compris. On va parler du premier débat. On est sur la question de la formation. Avant effectivement qu'on aborde la question, je souhaiterais qu'on regarde un document. C'est un document qui retrace une activité qui s'est déroulée ce week-end et qui a orienté le débat vers les questions de formation, sinon vers le football des jeunes. On va regarder ce document que nous propose Cheryl Mundunga, Shadia Akele et toute l'équipe de réalisation de Nour TV. Après l'édition 2009, 2010 et 2014, la 4e édition du Tadema Trophy 2024 s'est déroulée au stade Augustin Monédan de Siban du 1er au 3 novembre. 6 équipes réparties en 2 poules étaient engagées dans cette compétition dédiée aux jeunes footballeurs de moins de 17 et 18 ans avec pour objectif le repérage des jeunes par des partenaires européens, singulièrement du Portugal, de la France et du Danemark. Une véritable opportunité offerte par Tadema Sport Consulting, principal organisateur de ce rendez-vous sportif. On est en lien avec le Sporting Portugal, on est en lien avec le Benfica, on est en lien avec Barcelone, avec Marseille et l'Inter de Milan. Donc c'est une compétition aujourd'hui qui se termine bien, mais qui a eu un écho positif sur les agents avec lesquels on est en partenariat. Et ça s'est bien terminé, il y a eu des choses intéressantes. Il y a un travail qui va être fait avec les jeunes qui ont été choisis. S'ils sont 2, c'est très bien. Qui a un peu plus, ce sera aussi un bonus, un travail qui va être fait et ça va permettre à ce qu'on va envoyer les vidéos au niveau de l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie. Et à partir de là, c'est les scouts des différents clubs partenaires vont nous donner
leur avis sur les joueurs et à partir de là, on travaillera avec les clubs pour faire partir ces joueurs. Alors, il faut d'abord remercier les initiateurs parce que avoir ce genre d'idées, ils peuvent nous permettre à ce que nos enfants essayent de se faire découvrir. Parce qu'il faut le retenir, c'est un tournoi de repérage qui s'est bien déroulé et qui a vu le sacre de l'équipe de AGIA. Nos jeunes sont contents, mais on souhaiterait, comme on a discuté avec le partenaire l'Adema Sport Conseil, c'est que ce genre d'initiative se pérennise. Après la phase éliminatoire, l'association sportive Fabili devait se qualifier pour la finale devant Nombakele Athletic Club avant que le foyer de football association de Libreville ne tombe les armes à la main 3-1 devant l'association des jeunes d'Ambomo, AGIA. Au classement, Nombakele AC termine au 3e devant FAL pendant que la finale s'achève sur le score de 2 buts partout entre AS Fabili et l'AGIA qui est sacré champion après l'abandon des poulains de Constant Tamboucha. Ce tournoi nous a permis de pouvoir revoir nos enfants et puis nous situer par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Oui, c'est vrai que les joueurs n'ont pas tout le temps mis en pratique ce qu'on leur a demandé, mais il y a des bonnes choses, il y a des belles choses que nous avons vues, il y a des réajustements, il y a du travail que nous devons encore accomplir et nous sommes satisfaits. Je suis agréablement surpris de savoir que les jeunes peuvent produire ce genre de football encore cet après-midi parce que je vous avoue que, comme je dis toujours, j'ai une douleur. La douleur, c'est de savoir qu'au Gabon, on ne compétit pas trop, mais voyons les jeunes cet après-midi dérouler ce genre de football, ça prouve à suffisance que nous, encadreurs, on fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts pour amener ces jeunes à ce niveau, malgré le fait qu'il n'y ait pas de compétition au niveau national. Promesse tenue pour Tadema Sport Consulting qui a supprimé les meilleurs de cette compétition, désormais sous les feux de projecteurs. Ces 3 journées de repérage organisées par Tadema Sport Consulting, où il y a 6 équipes qui ont participé des centres de formation de la province de l'Estuaire, par les centres de formation des poules de formation de la province de l'Estuaire, puisque le débat sur le centre de formation va être mis sur la table et on comprendra effectivement que ce serait bien de parler de poules ou alors de clubs que de parler de centre. Avec moi, et on va refaire le procédé. Monsieur Lumière Nguema, bonsoir. Bonsoir, monsieur Voilà, Djibril. c'est vrai que tout à l'heure, on vous a pas vraiment introduit, mais pour le débat, il faut effectivement qu'on vous présente, même si beaucoup de téléspectateurs et auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes monsieur Lumière Nguema, vous êtes juriste consulting des organisations sportives, vous êtes entraîneur de football formé, de licence B, et vous êtes manager de joueurs. Exactement. Voilà, parce qu'on va parler des questions un peu poussées. Il faudrait que les gens qui nous suivent sachent à qui on a affaire ou qui parle. Même si on connaît monsieur Parfendo qui est entraîneur international gabonais pour avoir été dans l'épopée de la première qualification du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations en 1994. Monsieur Parfendo a joué au Portugal comme joueur professionnel, footballeur professionnel et en Suisse. Et il est licence A FIFA obtenue en Suisse. Il a géré, sinon, il a été un formateur dans le centre de formation des Fribourg en Suisse. Et il est entraîneur des équipes des jeunes de Fribourg. Il a été entraîneur des équipes de jeunes de Fribourg. Il faut rappeler que en Suisse, Parfendo a passé une grosse partie de sa vie et il est devant la loi, effectivement, qu'il soit sur ce plateau pour aborder cette question de formation. Monsieur, on parle de la formation des jeunes footballeurs et au Gabon, selon vous, que peut être l'état des lieux à votre niveau? Monsieur Lumière. Merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre antenne, sur votre plateau. Il faut dire que l'état des lieux en matière de formation au Gabon est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui donne le canevas, sinon la direction en matière de politique sportive, c'est l'État. Or, en l'espèce, l'État, aujourd'hui, n'a plus de pôle de formation. Le dernier centre de formation que nous avions au Gabon, c'est le centre de formation de Port-Gentil, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc, il n'existe en réalité aucun centre de formation étatique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, nous avons des personnes qui, de bonne volonté, décident de mettre en place des structures, sinon des organisations. Mais en même temps, ce ne sont pas des centres de formation. Vous avez, de façon épars, des équipes de football, vous avez des centres d'animation, vous avez, de gauche à droite, des mouvements sportifs,
mais il n'y a pas de centre de formation. C'est problématique pour un pays qui se veut aujourd'hui être à la recherche de sa première qualification en Coupe du Monde. Sinon, qui cherche les moyens aujourd'hui d'arriver à sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations? C'est problématique quand on sait que c'est à la base qu'il faut construire l'élite. Donc, de façon générale, la formation au Gabon est chaotique. Monsieur Parfenon, c'est quoi les critères qu'il faut remplir pour qui avez été dans un centre de formation en Europe qui semble être le modèle? C'est quoi les critères à remplir pour créer ou être considéré comme un véritable centre de formation? Bon, d'abord, il a si bien dit tout à l'heure, c'est d'abord des structures. Il faut d'abord des structures et nous, sur les 9 provinces du Gabon, je me rappelle une année, j'avais postulé pour la direction technique nationale parce que j'estimais que sur les 9 provinces du Gabon, on pouvait au moins aligner un centre de formation par province ou joindre les provinces, les uns et les autres qui se rapprochent le plus. Donc, Lambaréné, Chibanga et Mouila sur la même zone, ou Bitam sur une même zone. Mais il faut remplir beaucoup de critères parce que quand vous parlez de formation, vous parlez des enfants. Et avec les enfants, il y a beaucoup d'exigences derrière. Donc, il y a le contrôle, il y a beaucoup des choses et nous, on les a même pas. Même le centre de formation dont on parle qui existait à Port-Gentil ne remplissait pas tous ces critères. Voilà pourquoi M. Claude Bilivinci avait demandé à ce qu'il soit fermé parce que ce centre de formation ne rentrait plus dans les normes. Que pensez-vous du camp de formation de football Makai Mangom de Lambaréné? Non, Makai Mangom, c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est un monsieur qui a pris une décision de créer... Est-ce que selon vos informations, cette organisation remplit les critères? J'ai pas été voir. Je sais pas trop, mais je sais. Ils ont des infrastructures déjà. Voilà pourquoi je ils ont où loger les enfants. Ils ont quelques moyens de transport. C'est pas tout, parce que si vous voulez loger, c'est une chose. Mais maintenant, ces enfants sont confiés aux mains de qui? C'est pas parce que tu as fait un diplôme d'entraîneur, forcément, ça te donne le droit d'être responsable d'un centre de formation. En Suisse, exemple, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut pour être... Tu ne peux pas être responsable d'un centre de formation juste parce que tu as passé le premier degré, comme on l'appelle ici, qui est en Suisse l'initiateur au diplôme d'entraîneur. Il faut quoi en Suisse? Il faut avoir au minimum un diplôme qui rentre dans les lignes de la FIFA pour pouvoir s'occuper d'un centre de formation en Europe. Alors au Gabon, je ne sais pas trop qu'est-ce que la direction technique nationale ou le ministère des Sports prévoit pour être responsable d'une structure sportive. Alors je m'étais rendu compte qu'on avait donné la responsabilité du centre de formation de Port-Gentil à M. Blaise Guémamba parce qu'il remplissait les conditions, les critères. Alors, exactement quel diplôme c'était un éducateur qui est instructeur. Donc je pense qu'il remplit déjà toutes les conditions derrière, donc il n'y a pas besoin à partir de là. Mais est-ce que M. Nguemamba avait exigé d'avoir les conditions dans ce centre de formation? Avait-il les moyens d'exiger? Non, les moyens, ou la force, c'est toi ou qui les crée. Ou le pouvoir d'exiger. Quand tu es responsable d'une structure, les moyens, c'est toi qui les crée. On ne doit pas te donner les moyens. On est en train de faire... Mais comment gérer un centre de formation de l'État et que ce soit vous qui êtes désigné pour chercher les moyens? Mais le budget, c'est vous qui le faites. Voilà, mais l'État, si l'État ne finance plus... Et tu arrêtes. Ça veut dire que oui, c'est tellement ça la raison. Non, c'est pas lui qui a décidé d'arrêter. Oui. C'est pas lui. Je me rappelle parce que j'étais à Port-Gentil à ce moment, au moment où M. Bilivinci prend la responsabilité. Les raisons, je sais. C'était devenu catastrophique pour les enfants qui y étaient. Et il a bien fait de l'arrêter parce que ça frôlait la catastrophe. Peut-être qu'il a assumé le fait qu'il ne finançait plus puisqu'il était ministre aussi. C'était à lui de créer les mécanismes de financer puisque c'était une institution rattachée au ministère dont il était responsable. À un moment donné, c'était devenu une affaire de la province parce que c'est les bigs de la province qui s'en occupaient. L'État n'y était plus présent. Donc, est-ce que, comme vous dites, eux-mêmes, ils n'arrivaient plus à assumer certainement le sponsoring? Certainement ça. Mais il faut dire, à chaque fois, ça touche des enfants. Il faut que l'on fasse très, très gaffe parce que il faut faire beaucoup attention. Les entraînements d'un enfant ne se planifient pas comme les entraînements d'un adulte. Il faut vraiment faire très, très attention parce qu'il y a des catégories par catégorie. La même façon dont tu gères un garçon qui commence le foot à 6 ans, parce que c'est l'âge légal de la compétition, des activités de sport pour un gamin, c'est pas la même façon que tu iras gérer un garçon qui rentre déjà en compétition à 13-14 ans, 15 ans.
Jardin de football du Gabon, c'est un centre de formation? C'est pas un centre de formation. C'est quoi alors? C'est une occupation, c'est un espace pour occuper des enfants. Vous voyez bien le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jardin. Ça veut dire je regroupe les enfants à prendre du plaisir sur une activité qu'ils aiment bien. Ils se regroupent. Que faut-il pour que cela devienne un centre de formation? Il faut que j'ai les conditions que j'avais exigées une année. Ça veut dire un site aménagé spécifiquement pour. On doit adapter le lieu où les enfants vont vivre. Vous n'allez pas amener des enfants vivre dans un milieu qui n'a pas été adapté à ce qu'ils doivent faire. C'est pas la même chose. Tu peux pas prendre un centre de formation et faire comme j'ai vu certains, aller le mettre à Wenje pour profiter des installations qu'on avait laissées au camp turc. À Gonje? Ça n'a pas été adapté pour ça. Tu prends tout de suite un centre de formation, tu l'amènes à Franceville, au Liconia, c'est pas fait pour ça. Il faut adapter le milieu où va vivre un enfant et faire ce qu'il aime faire dans un contexte qui est le sien. Le cadre. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Lemire, on revient toujours sur ce débat. On se pose, on a vu la question des critères. Quel est le profil d'éducateur qu'il faut, les valeurs à inculquer à l'enfant, que l'éducateur lui-même il doit avoir? Quel profil, quelle probité morale pour effectivement former les enfants, puisqu'on sait que le Gabon, depuis 3-4 ans, est frappé par la question de Mediapart et d'autres, où monsieur Ndong a été effectivement très actif. Que faut-il promouvoir comme valeur pour les encadreurs? L'encadreur doit avoir quel profil? Avant de revenir sur le profil de l'encadreur, il est important effectivement de rappeler qu'en matière d'existence, sinon en matière de formation, il faut envisager les conditions de forme et les conditions de fond. Les conditions de forme pour l'existence d'un centre de formation suggèrent effectivement tout ce que vous avez comme texte autour de l'existence des centres de formation. Et puis, les conditions de fond supposent la structuration, du centre de formation, c'est-à-dire l'infrastructure, le stade d'entraînement, le dortoir, le panel scolarité et tout ce qui va avec. Donc, quand vous regardez un peu tout cela, vous vous rendez compte que aujourd'hui, il est difficile d'identifier les entités morales, effectivement, qui se conforment à ces conditions-là. Donc, il faut aujourd'hui envisager comment faire pour en sortir de là, Récemment, nous avons organisé chez nous plusieurs cadres. Nous avons des infrastructures. En réalité, la question qui devrait être posée, c'est comment capitaliser ces infrastructures, puisque en réalité, elles étaient sous-exploitées. Est-ce que l'on ne pourrait pas, effectivement, comme le disait M. Parfendon, adapter certaines infrastructures aux normes internationales pour que puissent s'asseoir là des centres de formation? Maintenant, pour revenir à votre question, celle qui concerne le profil d'un encadreur qu'il faudrait, écoutez, c'est deux choses. C'est l'éthique et c'est le professionnalisme. Les encadreurs que l'on prend aujourd'hui doivent effectivement respecter des formes d'éthique, doivent être sur le plan professionnel des entraîneurs diplômés, des entraîneurs qui ont suivi une formation, parce que, vous savez, il existe différents types de professionnels. Vous avez des entraîneurs qui sont des entraîneurs d'élite et vous avez des entraîneurs qui sont été des entraîneurs formateurs. Ce n'est pas le même type. Si vous prenez un entraîneur formateur, vous le mettez en élite, il se perd. Mais si vous prenez un entraîneur d'élite, vous le mettez également à la formation, lui aussi il se perd parce qu'il voudra appliquer les mécanismes élitistes justement en formation. Alors qu'en formation, il faut prendre du temps. C'est pourquoi, et je profite de l'occasion de votre plateau pour interpeller tous ces encadreurs-là qui ont tendance, sinon qui ont la mauvaise manie, souvent de chercher un résultat en formation. Alors que quand je parle de résultat ici, c'est pour dire qu'il faut plutôt passer au basique. Comment contrôler un ballon? Comment le conduire? La question, effectivement, de l'acquisition des fondamentaux. Alors que beaucoup de formateurs se précipitent dans le résultat du score, le résultat des compétitions, alors que non, ce n'est pas ce qui compte. Et à ce niveau-là, nous sommes en train, en réalité, de nous planter. Donc, la qualité, effectivement, de l'éducateur que nous avons doit tenir compte de tout ça. Avoir un résultat pour un éducateur, ce n'est pas être champion dans sa catégorie, c'est plutôt savoir
Si les enfants ont assimilé effectivement les basiques, le contrôle, la passe, la conduite. C'est cela la victoire en réalité pour l'encadreur. Mais l'encadreur qui, lui, cherchera, à contrario, à avoir un résultat champion de sa catégorie, en réalité se met en valeur lui-même et ne met pas en valeur les enfants. Parfait, donc. On a constaté effectivement que au niveau des encadreurs que vous êtes, il y a souvent des jargons qui ne sont pas adaptés aux enfants. Par exemple, il y a des mots souvent insultants lorsqu'un enfant n'a pas bien réalisé un geste. Il y a des mots grossiers. Est-ce que ça ne rentre pas dans la valeur de l'éducation? Voilà, la promotion des éducateurs que vous êtes. Non, mais vous savez, moi, je suis très déçu parce que moi, j'ai fait toute ma formation. J'ai pas été un grand joueur, mais j'étais un bon joueur. Moi-même d'abord, j'étais un bon joueur. Ah, vous rejoignez tout sur Pep Guardiola. Oui. Non, c'est la réalité. J'étais pas Maradona, j'étais pas le garçon qui pouvait te faire la différence dans un match ou prendre le match à son compte. Je n'étais pas, en gros, un Guirogen Zamba. Ouais. Mais je pouvais amener... lui était un grand... Ah oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué. Alors, mais je pouvais, moi, amener Guirogen Zamba à exceller, à être plus fort. Ce qui fut fait. Quand un éducateur arrive aujourd'hui, et moi je les appelle les éducateurs normaux, mais ils ne sont pas entraîneurs. D'abord, ils sont éducateurs. Il faut d'abord une enquête de moralité. En ce moment, moi je suis à la recherche des entraîneurs dans mon école de foot. Parce que il faut que j'ai celui que je cherche. Le profil. Voilà. J'ai trois. Les trois que j'ai à présent chez moi, je sais quasiment où ils dorment, je sais qu'est-ce qu'ils mangent, je sais les diplômes qu'ils ont eus et où ils les ont eus. Parce que derrière, moi-même, je suis aussi leur sage de perfectionnement. Donc, il faut d'abord choisir le bon et le former pour. Alors, il a dit quelque chose tout à l'heure, chez moi, qui est quasiment, c'est systématique, le résultat. Chez moi, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un en fin d'année. Parce que je cherche pas le résultat. Moi, je cherche, quand je viens tous les soirs à l'entraînement avec mes enfants, c'est le plaisir de l'enfant, d'abord. Il faut que l'enfant ait le plaisir. Parce que si l'enfant a le plaisir, l'évolution se fait plus rapidement. Et automatiquement, tu as les résultats. Merci, monsieur Parfendo. On va repartir en son et en image pour adapter le débat à l'actualité. On va regarder ce document réalisé par la rédaction de Nour TV qui porte les griffes de Tétis Makita concernant notre deuxième angle de ce débat. Et après, on va continuer à nous poser des questions parce que cette actualité suscite beaucoup d'interrogations. On regarde le document avec Charles Mononga. Je tiens à m'excuser auprès du sélectionneur et auprès du peuple gabonais par rapport à ce coup de gueule. Je pense que la forme de la vidéo et des propos que j'ai tenus à son encontre, c'était pas les meilleurs. Contre toute attente, alors que le Gabon s'apprête à jouer un match décisif le 15 novembre prochain pour sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la réaction d'Aaron Boupendza vient une fois de plus bouleverser le monde footballistique gabonais. Tandis que rien ne présageait, le joueur a présenté officiellement ses excuses au sélectionneur national Thierry Mouyouma et à l'ensemble du peuple gabonais, tout en réaffirmant sa disponibilité à rejoindre la tanière. Premièrement, Aaron Boupendza, il a mal agi en disant que le coach n'était pas bon. Et ça, nous tous, on l'a condamné. Mais une fois qu'il a reconnu son tort et qu'il s'est excusé, moi, en tant que Gabonais, j'ai besoin d'Aaron Boupendza dans mon équipe parce que c'est un élément clé pour la sélection nationale. Il a passé une phase compliquée, mais moi je me dis qu'il y a des dépressions qui sont là, il y a beaucoup de phases, mais on doit se maîtriser. Quand il est venu sortir, c'est qu'il avait déjà mûri son idée. L'excuse est là, nous, comme il a présenté les excuses à la population gabonaise aussi. Moi, en tant que Gabonaise, moi j'accepte ces excuses, mais tout en sachant qu'il ne refasse plus ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un message hypocrite. Parce que moi, je prône pour la discipline. Aujourd'hui, moi, je me dis que Aaron se joue un peu la star, vu que son club américain l'a mis dehors. Aujourd'hui, il se sent seul. Donc, du coup,
Aaron Boupenda décide de revenir en sélection. Moi j'ai dit non. C'est un message hypocrite. C'est déjà une très bonne chose parce qu'il fallait impérativement le faire. C'était le point de départ de la démarche de ce dernier. C'est vrai qu'il l'a fait, il était à l'extérieur du pays parce qu'on l'a vu par médias interposés et ainsi de suite. Mais il fallait déjà le faire. C'est une forme de reconnaissance par rapport à ses erreurs. Mais après, le gros c'est la suite. C'est la posture de Thierry Mouyouma. Je pronostique 1-2-0 sans Boupenda. Je suis un vrai fan des Panthères du Gabon. Donc du coup, avec Boupenda, je vois qu'on va gagner. Par ce geste, Aaron Boupenda a su faire preuve d'humilité et de sagesse en démontrant sa volonté et son engagement à servir la patrie. Voilà, on vient de suivre ce document qui nous met en branle le débat sur la déclaration d'Aaron Boupenda sur un média partenaire, un média voisin. Vos impressions après les excuses de Boupenda? Ben, écoutez, moi je suis particulièrement touché par rapport au geste de Boupenda. Il faut dire que c'est un geste à féliciter parce que le jeune aujourd'hui, dans son fort intérieur, on peut imaginer qu'il a compris qu'il avait effectivement commis une gaffe et aujourd'hui il fait amende honorable en présentant ses excuses. Cependant, il y a une démarche sur la forme mais également dans le fond. Une démarche, la démarche formelle voudrait que ce dernier saisisse les autorités compétentes, en tête desquelles la Fédération gabonaise de football, notamment en rédigeant un courrier où il présente ses excuses, parce qu'il faut dire que ce dernier a été suspendu des sélections nationales jusqu'à nouvel ordre. Donc, il faut saisir cette instance-là, présenter effectivement la bonne foi de ce dernier, présenter ses excuses, non seulement à la Fédération gabonaise de football, à la nation gabonaise, mais aussi au sélectionneur national. Ensuite, saisir le sélectionneur national lui-même, lui adresser de façon particulière et personnelle des excuses. Et ensuite, comme vous savez, manque de respect en public suppose excuses en public, aller encore certainement sur les médias reconnus d'utilité nationale, notamment la première chaîne de télévision et pourquoi pas Nour TV, pour présenter effectivement les excuses. Je pense que c'est la démarche sur le plan formel et substantiel. Oui, M. Parfainon, Aaron Boupenda, un enfant gâté, on va dire. Est-ce qu'on va dire que le jeune Aaron n'a pas eu les bases à la formation? Non, je ne dirais pas Aaron. Vous savez, j'ai toujours du mal à me prononcer sur ces gamins parce que Aaron, c'est le fils d'un copain à moi. Boussamba. Émeric, c'est le fils de Pierre. C'est mon fils. Donc, j'ai joué avec, je connais bien les valeurs de ces deux bons messieurs. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Aaron, après avoir raconté tout ce qu'il avait dit, il avait déjà effectué un déplacement pour retrouver l'équipe à Franceville. Oui, c'était déjà excusé, mais en interne. Et Thierry Mouyouma l'a demandé de le faire public. Qu'il le fasse par une chaîne voisine, qu'il le fasse une chaîne locale, il s'est excusé. Moi, j'ai vu des gens qui insultent le chef d'État, première autorité du Gabon, sur le net. Ils vivent au Gabon, ils sont au Gabon, on les pardonne. J'encourage pas ce qu'a fait Aaron. Ça se dit pas, ça se fait pas. Et lui-même, il a reconnu dans son message. Il s'est excusé. Et nous, on sait très bien qu'aujourd'hui, la ligne d'attaque, on peut rarement faire sans Aaron. Aaron est très important. Il nous a décanté parfois certaines situations où l'équipe nationale était bloquée. Il s'est excusé. Il va le refaire. Le courrier, il l'a déjà fait. Je sais, je suis au courant. C'est le père qui parle. Il a fait le courrier. Il s'est excusé. Il va s'excuser encore en rentrant d'ici la trêve. Moi, je pense que maintenant, il faut laisser Thierry faire les choses arriver naturellement. On va pas demander aujourd'hui à Thierry non plus d'appeler Thierry Mouyouma, d'appeler Aaron au prochain regroupement. Je pense que Thierry aussi a besoin de digérer. A besoin de prendre aussi le pôle du groupe, de savoir ce que le groupe pense. C'est pas le groupe qui va décider, c'est Thierry qui va décider. Mais je pense que ce que Thierry attendait,
Aron l'a fait. Mais je pense que le chef d'État est en train de prôner que nous travaillons tous ensemble. Mais parlons le même langage. Faisons tous ensemble. Et Aron, je pense que c'est vraiment la première fois qu'il va aussi loin que ça. C'est pas Ibrahim. Ibrahim, on est un peu habitué à ces casseroles. C'est la première fois, je pense qu'on peut lui accorder cette petite chance. C'est votre avis, Monsieur Lumière. Que retenir de tout ça? Ben écoutez, simplement dire que pour l'intérêt national, lorsque aujourd'hui le Gabon est en train de rechercher sa première qualification en Coupe du Monde, lorsqu'aujourd'hui nous sommes en train de rechercher le moyen de marquer les esprits par une finale de CAN, il faut trouver le temps de s'asseoir et puis de ramener tout le monde à la maison parce qu'il faut défendre le drapeau, le vert, jaune, bleu. Je crois que Aron a fait un pas, mais aujourd'hui, tout le monde, sinon tous les regards sont désormais rivés vers le sélectionneur national. C'est peut-être le message que les uns et les autres voudraient lui faire passer, de comprendre que le fils a péché et aujourd'hui il a besoin que celui-ci, comme le fils prodige, sinon le père, le prenne dans ses bras. Est-ce que cette question de Aron Boupendza, de Didier Ndoye Ibrahim et de certains autres joueurs qui brillent souvent par des sorties de pistes ne remet pas en cause notre système de formation et de transmission de valeurs aux jeunes lorsqu'on sait quand même qu'Aron Boupendza, pour parler de ce cas, est allé quand même un peu trop loin? On ne va pas remettre en cause tout un système parce que on a à l'intérieur des cas d'exception. Moi, aujourd'hui, ce que je considère pour ces gamins-là, que ce soit Aron, que ce soit Ibrahim et certains autres qui se sont égarés, c'est qu'à un moment de leur vie, sinon à un moment, ils se sont pris la tête et on ne va pas remettre en cause le système de formation parce qu'on a quand même de très beaux exemples dans ce système de formation. On a des joueurs comme Pierre-Emerick qui sont des exemples, des modèles. On a eu des joueurs comme Bruno Ekoulemanga qui est sorti véritablement, intrinsèquement de notre système de formation, qui est un modèle jusqu'à aujourd'hui. Bien que, vous savez, vous voyez la difficulté dans laquelle il se trouve, mais il reste un modèle pour tout le monde. Donc, on ne va pas remettre en cause le système dans lequel nous sommes parce que des gamins se seraient égarés. Mais comme je le disais, on peut s'égarer. Le plus important, c'est de reconnaître déjà qu'on s'est égaré. Et puis, nous aussi, ceux-là qui sont les responsables de tutelle, comprendre que voilà, les enfants ont fait amende honorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Boupendza est le symbole de tous ceux-là qui se sont égarés. Est-ce que, en réalité, la problématique qui se pose à nous aujourd'hui, ce n'est pas de se dire, est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, de régler ce problème qui apparaît pour nous comme un dessous de table, de façon définitive, que ce soit Aron Boupendza, que ce soit Ibrahim, que ce soit certains qu'on a murmurés comme le petit André Poko. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le moment pour l'intérêt national, voilà, à mon homme, pour l'intérêt national, de ramener tout le monde à la maison et puis d'un seul coup de pied, de taper dans la fourmilière? Oui, est-ce que vous n'êtes pas mis à l'index, quand je pose la même question, vous qui êtes les formateurs et éducateurs de manière globale, dans la transmission des valeurs, c'est vrai qu'il a souligné des exemples comme Bruno Ekoulemanga, Pierre-Emerick et peut-être beaucoup d'autres. Le système de formation au Gabon pose problème puisqu'en avant on a dit que la formation, on ne remplace pas les critères. Djibril, moi je te réponds très facilement parce que toi tu as tout dit tout à l'heure et j'ai l'habitude de te voir dans des différentes compétitions. Je pense, c'est pas parce que tu es là, tu sais, je te redis aussi la même chose. Si tu faisais pas ton boulot comme il le faut, tu fréquentes un peu tout ce qui est comme compétition. Peu importe, que ce soit championnat national, des juniors, je t'ai vu au match des Benjamins, au Ballon d'Or. Le problème, notre grand problème de formation, parfois aussi, je me pose la question, est-ce que c'est pas des hommes? Moi, il y a des fois, au bord des terrains, des enfants, je suis écœuré. Je suis écœuré d'écouter certains langages des éducateurs. Mais c'est pas pour autant, comme l'a si bien dit tout à l'heure Lumière, c'est qu'on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde dans le même. Mais je pense l'État. Là, d'abord, c'est le problème de l'État. Ça veut dire l'État doit déjà mettre, depuis le départ de Mboronou, je crois qu'il y a plein de directeurs techniques nationaux. Monsieur Ngamba vient de remplacer. Il faut mettre quelque chose en place où il y a un contrôle. Parce que d'abord, aujourd'hui, première chose déjà aujourd'hui, tout le monde monte une structure de jeunes. Et beaucoup de ces structures de jeunes, vous allez vérifier,
mais n'ont aucune reconnaissance légale. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas intervenir. Jamais le football du Gabon est une organisation qui est légalement reconnue. Reconnue. Non, non, juste après mon affiliation avec l'USM, j'ai dû mettre ma reconnaissance de côté parce que je marche maintenant au nom de OM. Donc, OM voulait remplir le cahier de charges que demandait l'État. Ils ont fait une convention avec vous. Voilà. Donc, moi, je suis le responsable de la formation de l'OM. Donc, le jardin de foot n'existe pas dans la structure de l'OM. Ouais. Donc, du coup, ma reconnaissance au niveau de jeunesse et sport n'a plus de validité parce que je suis déjà affilié à un club de première division qui devait remplir, de deuxième division qui devait remplir tous ces critères. Mais il reste quand même que notre formation, tout le monde, ça va dans tous les sens. Vous arrivez, tout le monde occupe les jeunes. Vous avez des jeunes qui font plus de 2 séances d'entraînement. Est-ce que la volonté de faire n'est pas au-dessus de la compétence? Je pense que c'est un peu ça. Mais Monsieur Djibril, c'est pas mauvais d'avoir la passion. Non, mais c'est peut-être bien de nommer la passion. Oui, mais le problème, c'est que cette passion, déjà derrière, il faut qu'elle soit contrôlée aussi. Tu peux être passionné. Mais ne pas avoir le potentiel ou la capacité de faire. Exact. On a compris. Mais Djibril, notre débat risque d'être insatisfait à partir du moment où nous ne mettons pas en valeur le critère d'évaluation. C'est-à-dire que dans la formation dont nous sommes en train de parler, il y a effectivement les infrastructures, ok, à la structuration, mais il y a aussi en matière d'entraînement, les méthodes d'entraînement. Et à l'issue, il y a une évaluation. Et l'évaluation, c'est quoi? Ce sont les compétitions. Sur le plan domestique, nous manquons cruellement de compétitions pour évaluer nos jeunes, sinon pour les faire progresser. Voyez-vous, par exemple, nous n'avons aucune compétition nationale, ok, sur un temps long, qui permet effectivement de favoriser la progression des jeunes. On aurait souhaité, par exemple, que la Fédération anglaise de football mette en place un championnat avec plusieurs équipes, sinon plusieurs provinces, sur une durée assez longue, parce que récemment, la Fédération a organisé un tournoi du côté de Yem, un tournoi qui s'est joué pendant pratiquement 2 semaines. Mais vous voyez que pour un pays qui se veut être élitiste en matière de formation, sinon même dans d'autres secteurs de performance, ne peut pas avoir effectivement un tournoi sur une année de 2 semaines. Il faut mettre en place, non seulement, comme le disait déjà Parfait, donc pour chaque province des centres de formation, sinon capitaliser les infrastructures qui existent en mettant là-bas des centres de formation au compte soit de la fédération, soit de l'État via le ministère des Sports, mais organiser des compétitions alléchantes, que ce soit du côté des juniors, du côté des cadets, du côté des seniors, mais des compétitions qui sont véritablement compétitives pour que la formation des jeunes puisse effectivement être achevée. Oui, monsieur, non, parfait. On a compris effectivement que la question de la formation se pose. Revenons sur le cas Bopenza. En l'état, que doit faire, ou alors qu'est-ce qui serait bien pour l'État, la nation, sur le dossier Bopenza? Non, pour moi, si vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Sortez du cadre du père. Non, en tant que sélectionneur, si je suis sélectionneur, pas là en tant que technicien. Ça va jamais arriver un jour. Ça n'arrivera jamais un jour. Si par hasard j'étais sélectionneur, moi je convoquerais Aaron. S'il est performant, bien sûr, dans son club. Bon. Il a fait ce que j'attendais de lui et ce que j'avais demandé qu'il fasse publiquement, pas seulement vis-à-vis de moi en tant que sélectionneur à qui il aurait mal parlé. Il l'a fait. Il s'est excusé, il s'est plié, je l'appelle. Mais je regarderai bien sûr les performances actuelles de ce Aaron dont nous parlons. Et puis, le cas d'Aaron n'est pas un cas isolé. On a connu des pays comme la France avec Karim Benzema sur l'affaire la sextape, où la justice a tranché, mais il a fallu du temps pour que Benzema revienne, mais il est revenu quand même. Donc, vous comprenez que, comme je le disais, pour l'intérêt national, il faut savoir faire des efforts. Et puis, en parlant de ça, moi j'ai quand même fait un peu le tour, il faut dire, il y a aussi, il faut pas seulement culpabiliser ces garçons. Il faut aussi voir tout ce qui est mis autour de ces garçons, comme environnement, encadrement. Dans les panthères. Parce que moi, j'ai fait le tour. J'ai essayé de regarder d'autres sélections. Des écarts de langage aussi terribles que ça, j'ai rarement vu. Il y a eu des comportements, il y a eu Mido en Égypte, il y a eu Marc McCarthy qui était à Porto à l'époque avec l'Afrique du Sud. Mais chez nous, c'est récurrent. C'est tout le temps où on a du respect pour personne. Et c'est le Gabon, en général, un peu. Aujourd'hui, des fois, je regarde certaines personnes, tu l'entends
parler du chef d'État gabonais, parler du sélectionneur national. C'est Mouyouma, c'est Monsieur Mouyouma, mais tu as l'impression qu'on parle à un copain. On parle à une ordure. On part en route, les corps habillés, n'en parlons même pas. J'en ai assisté à une scène il n'y a pas longtemps à Rio, où un monsieur a osé avancer un coup, un corps habillé, mais c'est chez nous, je pense que c'est quand donc même... le problème des valeurs se pose de manière générale. Oui, un peu. On a compris. On va clôturer. On va clôturer l'émission. Bon, Gabon-Maroc avec Oussama Penza, c'est selon. Quelle est votre lecture? Ben, écoutez, simplement revenir déjà sur ce qu'on avait dit après le match aller et avant également. Il faut que le sélectionneur redéfinisse sa stratégie, parce que la stratégie avec laquelle nous avions joué au match aller ne nous a pas été profitable. Comme je le disais, avec cette stratégie-là, on peut jouer 10 fois contre le Maroc, on perdra 10 fois. Les grandes équipes s'adaptent en réalité aux petites. Si vous montez d'un cran, elles montent encore 2 fois plus. Aujourd'hui, le Maroc contre lequel nous jouons n'est pas un Maroc à l'habituel, n'est pas un Maroc ordinaire. C'est un Maroc qui est champion d'Afrique, qui est demi-finaliste de Coupe du Monde. Donc, je pense que du point de vue tactique, du point de vue de la stratégie, il faut que Mouyouma le comprenne et qu'il mette en place non seulement une stratégie adéquate, mais aussi qu'il fasse le choix des hommes qu'il faut. Parce que si vous avez des gamins qui sont performants en Europe, et puis quand ils arrivent ici chez nous, ils sont mis au banc de touche, au prix de je ne sais quoi, ben ça aussi c'est problématique. Et ça risque de nous donner le résultat que nous avons déjà vu là. Donc simplement redéfinir la stratégie, peut-être boucler, sinon mettre devant notre défense un bus, et puis jouer pourquoi pas en contre-attaque. On aura le temps de décortiquer ça après la conférence de presse de M. Mouyouma. On va tenter de clôturer avec M. Non Parfait sur la question comment voyez-vous ce match Gabon-Maroc? À Franceville. Ouais. Il va pas quand même ressembler au Gabon-Maroc d'avril 97, hein? Non, je pense que c'est... Vous étiez où le jour de ce match? Vous n'étiez pas sur le terrain? Gabon à Libreville? Oui, 4-0. J'étais. En 97? Sur le terrain? Oui, j'étais. C'est moi qui calmais le public. Ah, d'accord. J'étais. Mais vous n'avez pas eu le maillot déchiré? Non, c'est de là. Mais on est dans la même configuration aujourd'hui dans l'évolution de l'équipe nationale. On avait l'une des meilleures générations. Aujourd'hui, le Maroc est au-dessus. Quand ils nous frappent ici à l'Unisport, ils étaient aussi déjà au-dessus. Oui. Donc, mais par rapport... Je pense qu'il faut quand même que l'on redéfinisse qu'est-ce que l'on veut, parce que là, je pense ça va dans tous les sens. Il y a ceux qui veulent la Coupe du Monde, d'autres la Coupe d'Afrique. Votre match, c'était un problème de choix tactique? Non, c'était au niveau du niveau. Le niveau il y avait trop d'écart. Ah bon? Il y avait trop d'écart. Vous avez discuté avec Landry après le match? Il y avait d'écart. Moi, j'ai joué au Portugal. Tous les week-ends, j'affrontais Naïbet, j'affrontais Saber, j'affrontais Moustapha Hadji, qui était au Sporting de Lisbonne, qui est un des 2 meilleurs clubs du Portugal. Ça n'avait rien à voir avec des garçons qui jouent chez nous dans les nationales. Ça n'avait rien à voir. Le niveau il y avait trop d'écart de niveau. C'était autre chose. Et puis nous, la préparation s'est résumée à quoi? Faire des matchs amicaux contre 105 à Baraka, alors que le Maroc avait 2-3 semaines à faire des préparations convenables. C'était pas possible. On pouvait jouer 10 ans comme on est en train de faire en ce moment avec le Maroc. On pouvait rien espérer en retour. C'est pas possible. Vous n'êtes pas optimiste? Je suis optimiste en fonction de la stratégie. Ok, d'accord, on a compris. On va tenter un mot de fin, monsieur Ndom Parfait. Alors non, c'est un plaisir concernant cette équipe. Maintenant, après, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'on a quand même toutes les chances des deux côtés. Ça peut passer. Mais il faut qu'on essaye d'être lucide parce que ça va un peu trop dans tous les sens. Et puis, bon, ben, le recadrage n'est pas fait correctement parce qu'on va attaquer déjà le Maroc, je crois. On n'est même pas encore préparé par le Maroc. On parle d'abord des dettes qu'on a ici. On n'est pas focus sur ce qu'on a à faire parce que on se disperse trop. Trop. Et puis, ça peut nous jouer des mauvais tours. Ouais. Le match Lesotho-Maroc doit être un point de repère pour nous. Comment le Lesotho a réussi à se faire battre 1-0 seulement contre le Maroc. Donc, je pense que partant de ce constat-là, le sélectionneur national, Thierry Mouyouma, peut effectivement mettre une stratégie qui nous sera profitable. Merci. On va s'arrêter là pour ce numéro d'aujourd'hui avec nos remerciements à toute l'équipe technique composée de Cheryl Mounouga, Shadia qui est à la réalisation,
Fleury Asseondon. Bon, moi, je vais l'appeler désormais Freddy. Fleury Asseondon à la caméra, mais aussi à la production de certains documents. On va remercier la rédaction de Nour TV, Germine Golette Samba et toute la rédaction qui est en campagne pour la production des éléments. La radio, nous, les 95.fm, vont vous retransmettre l'émission tous les mercredis à 17h et à 23h grâce à Djibril Djombera et à toute l'équipe de production de la radio avec monsieur Zoumano qui est là pour la coordination. On va dire merci au Conseil supérieur des affaires islamiques, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui s'est engagé dans ce nouveau projet de réalisation des programmes de Nour TV. Vous avez compris que on va de manière crescendo avec la bénédiction d'Allah. On espère qu'on va atteindre les objectifs que vous seuls êtes en train de nous fixer dans vos ménages. Merci. À la semaine prochaine.